6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Voilà, Marguerite, vous êtes échauffée, n'est-ce pas? Tout à fait, à fond. Vous allez maintenant parler d'Europe. Oui, à 2 mois des élections, zoom ce matin sur le Parlement européen. Tous les 5 ans, c'est plus de 700 députés, 720 précisément pour la prochaine législature, qui sont envoyés à Strasbourg. Alors comment fonctionne l'institution? Quel regard sur les 5 années passées et les chantiers à venir? Voilà les questions que nous allons poser à Laurent Varlouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de l'Europe à la Sorbonne, auteur de l'ouvrage Europe contre Europe, entre liberté, solidarité et puissance, paru aux éditions du CNRS. Et avec les chercheurs Eurolab, vous avez examiné pour le Conseil économique, social et environnemental le bilan de la mandature 2019-2024. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci. Alors, au début de la construction européenne, le Parlement était une institution secondaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Les pouvoirs se sont-ils rééquilibrés? Oui, tout à fait, vous avez raison. Au début, quand on a créé le Parlement, on a fait le pari de l'existence d'un peuple européen en 1952 qu'il faudrait représenter directement dans une institution. Donc c'était une idée assez originale, assez folle. Il y avait juste un seul précédent, c'était l'Assemblée du Conseil de l'Europe. On en a parlé juste avant dans le journal à propos du cas des harkis. C'est l'institution, l'Assemblée du Conseil de l'Europe. Même institution, sauf que là c'était la Cour. Mais c'était des institutions qui avaient très peu de pouvoir au début. C'était des institutions un peu symboliques qui incarnaient un peuple européen en gestation. Et aujourd'hui, par contre, c'est une institution extrêmement puissante depuis les années 80-90, surtout dans le domaine économique, moins dans le domaine régalien, dans les domaines de la défense, de la politique étrangère, à tel point qu'on peut dire que c'est l'une des assemblées délibérantes, démocratiquement élues, les plus puissantes au monde. D'où l'importance des élections du 9 juin. Avec d'ailleurs un pouvoir de veto sur les accords commerciaux négociés par l'Union européenne, ce qui est important aujourd'hui vu qu'il est co-législateur. Tout à fait. Donc là, dans tout ce qui est vraiment législation économique, commerciale, le Parlement européen a une énorme importance. Dans le matière environnementale aussi, on en parlera peut-être. Et effectivement, les accords commerciaux auparavant étaient conclus essentiellement par la Commission et par les États. Et aujourd'hui, on a une troisième jambe, si j'ose dire, le troisième pied du tripode qui s'ajoute. C'est le Parlement européen qui permet une expression un petit peu plus directe des peuples européens. Alors, on dit souvent que les Français sont assez mal informés de ces travaux, puisque selon l'Eurobaromètre de juin 2023, c'est parmi les habitants de l'Union européenne qui sont les moins informés des débats du Parlement européen par leurs médias nationaux. Ce qu'on observe, Laurent Varlouzet, c'est que du fait de la montée en puissance assez progressive de cette institution, elle s'est historiquement structurée autour de 2 camps, les anti d'un côté, les pros de l'autre, europhiles contre europhobes. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous parlez d'une normalisation croissante. Désormais, c'est un clivage gauche-droite plus classique qui s'impose. Alors, comment s'est opérée cette bascule ? Oui, merci pour ces 2 questions, information et normalisation. Alors sur l'information, la faible information des Français, je pense qu'on a pendant longtemps on a eu du mal à mettre le Parlement dans notre logiciel mental, mais y compris au niveau national, du fait de la Ve République, du fait d'un espèce de prisme bonapartiste, gaulo-bonapartiste qu'on a dans nos actualités, qui fait qu'on a une espèce de monarchie élective avec un phénomène de cour où il est plus important de savoir ce que pense la première dame, quelle que soit la première dame, que de comprendre quels sont les débats parlementaires. Alors ça change un petit peu depuis 2022 puisque maintenant le président n'a plus de majorité parlementaire. On s'intéresse un petit peu plus aux différentes alliances, à l'alchimie entre les différentes opinions politiques, les différentes dynamiques qui peuvent se créer au sein du Parlement, et c'est exactement ce qui se passe au Parlement européen. Donc c'est peut-être pour ça que d'une part on est en retard, mais que d'autre part je pense qu'on va rattraper ce retard grâce à votre émission, et aussi on le voit grâce au fait que les partis prennent un petit peu plus au sérieux l'élection européenne. Les têtes de liste, par exemple, là, sont des députés européens ou sont des gens qui sont spécialistes de la question, alors que pendant longtemps, les têtes de liste étaient des personnalités politiques nationales qui faisaient une campagne essentiellement nationale. Donc là, il y a une dimension nationale. On voit bien que l'élection européenne, ce sera aussi l'un des premiers tours de la présidentielle, mais on parle quand même sérieusement d'Europe, un petit peu plus, en tout cas qu'auparavant. Donc j'espère que cette exception française tendra à s'atténuer. Et alors sur l'évolution de la structuration politique de l'institution. Voilà, et cette exception, elle va peut-être s'atténuer à la faveur d'une forme de normalisation. Donc pendant longtemps, effectivement, le Parlement européen était structuré par un clivage, on va dire, comme vous dites, europhile, eurosceptique ou europhobe, c'est-à-dire une majorité centriste, allant de la droite modérée à la gauche social-démocrate, en passant par les écologistes, les libéraux, qui s'entendaient déjà sur les postes au Parlement européen,
présidence, vice-présidence, grande commission, et puis qui s'entendaient pas forcément sur tous les textes, mais disons qui fournissaient suffisamment de députés pour avoir une majorité. Il faut penser qu'au Parlement européen, les majorités sont moins stables qu'à l'Assemblée nationale française, puisque au clivage partisan, ça s'ajoute des clivages nationaux, bien entendu. Donc la discipline de vote est moins forte. Et aujourd'hui, on passe de cette configuration un peu centriste à une majorité droite-gauche sur certains textes. Et c'est ce qu'on développe dans cette note de l'Eurolab qu'on a faite pour le CESE, notamment en matière environnementale, où là, depuis 2023, on voit qu'il y a un clivage droite-gauche avec une droite et une extrême droite, et aussi un centre parfois, qui votent contre les textes environnementaux pour des textes plus productivistes, ce qui n'était pas le cas au début de la législature entre 2019 et 2022, à l'époque du pacte vert. Et puis sur les migrations aussi, il y a aussi un clivage droite-gauche assez virulent. Le Brexit a été l'un des événements les plus marquants de ces 5 dernières années, puis le Covid, la guerre en Ukraine. Quelles ont été les conséquences sur les orientations du Parlement et de l'Union ? Plus de protectionnisme peut-être ? Alors, le Brexit a permis de favoriser une transition d'une Europe vraiment purement libérale, de régulation du libéralisme, ou parfois néolibérale, vers une Europe plus solidaire ou puissance. C'est pour ça que j'intitule mon livre Europe contre Europe, entre liberté, solidarité, puissance. Pendant longtemps, l'Europe était surtout libérale, avec des projets de solidarité et de puissance qui avaient du mal à se réaliser. Et là, ils ont pris un petit peu plus de consistance à la faveur du départ des Britanniques, depuis dans la dernière législature du Parlement européen, par exemple avec le plan de relance, avec le salaire minimum, avec beaucoup de législation environnementale, et effectivement avec des législations un petit peu plus protectionnistes en matière commerciale, industrielle, par exemple la taxe carbone aux frontières, même si elle ne porte pas ce nom-là, à tel point qu'on peut parler d'une espèce d'Europe phénix. Phénix parce qu'on a des projets anciens défendus depuis longtemps par la France, comme la taxe carbone, qui pendant longtemps a été rejetée comme étant des espèces de marques, d'une espèce de protectionnisme néandertalien, qui sont aujourd'hui adoptées parce qu'elles font l'objet d'un consensus un petit peu plus fort. Et toute la question est de savoir si c'est temporaire ou si cela va durer. C'est l'un des enjeux des élections à venir. On comprend que vous décrivez une institution assez mature, où les différentes opinions politiques sont représentées. Faut-il dès lors s'attendre à un changement de majorité, d'une majorité centriste que vous nous avez décrite ? Est-ce qu'on va vers une majorité de droite et d'extrême droite, Laurent Varlouzet ? Oui, exception ou inflexion, c'est un petit peu le sujet. Est-ce que cette tendance d'aller vers une Europe solidaire ou puissance va se poursuivre ou va au contraire s'interrompre ? Effectivement, là, les sondages laissent penser qu'on pourrait avoir une majorité de droite et d'extrême droite. Il y a 2 groupes d'extrême droite ou de droite radicale au Parlement européen, plus le groupe de droite classique du Parti populaire européen. Donc, est-ce que ce groupe va avoir une majorité ? Et d'autre part, est-ce qu'il va être capable aussi de fonctionner comme une majorité, puisque je l'ai dit, les majorités sont beaucoup plus labiles au Parlement européen. Ce sera tout l'enjeu des élections, d'où l'importance des élections du 9 juin. Savoir si on veut plus ou moins d'Europe, mais aussi savoir quelle Europe on veut. Europe libérale, Europe socio-environnementale, Europe puissance ou simple zone de coopération commerciale. Merci beaucoup Laurent Varlouzet. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage Europe contre Europe et à la note pour le CESE, bilan de la 9e législature du Parlement européen. On mettra le lien sur la page de l'émission. Merci.